Vendredi 18 octobre de l'an 2024, montrer de l'amour n'est jamais une faiblesse. La vraie faiblesse, ce n'est pas savoir aimer. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de choisir Souta FM pour vous informer. Voici les titres de ce journal. Lancement complémentaire depuis quelques jours au Bénin de la campagne d'enregistrement des jeunes peu ou pas instruits. Ayant au plus le BPC, ceci entre dans le cadre du dispositif Azoli dans son volet aviculture. Le secrétaire technique à la coordination du prodige, Wilfried Bessi, sera dans ce journal pour nous apporter quelques éléments de réponse. Pendant ce temps, l'on commémore ce vendredi 18 octobre dans les 4 coins du monde entier la journée mondiale de la ménopause, qui n'est rien d'autre que la cessation des règles de la fonction ovarienne ou la baisse naturelle des hormones sexuelles chez la femme atteignant 40 à 50 ans. On en parle dans ce journal. En page sport, on parlera des éliminatoires de la CHAN édition 2024 avec un focus sur les guépards locaux du Bénin qui sont en mise en haut vert depuis quelques heures au Togo. Sans oublier, si le temps nous le permet, l'actualité sur la polémique autour de Kylian Mbappé. D'autres nouvelles au plan local et national seront au menu, sans oublier en pied d'édition la chronique du jour qui portera la ceinture et la griffe de Alassane Sanibia. C'est là pour le sommaire. Merci de nous préférer pour vous informer. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. De nouveau, merci de nous préférer. La communauté mondiale célèbre ce jour, vendredi 18 octobre, comme chaque année, la journée mondiale de la ménopause. Cette journée a pour objectif d'honorer toutes les femmes. Elle vise également les millions de femmes qui, partout dans le monde, arrivent chaque jour à ce stade vital de leur vie. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'en 2030, 1,2 milliard de femmes seront âgées de 50 ans ou plus, et qu'un nombre croissant de ces femmes peut s'attendre justement à vivre plusieurs décennies après la ménopause. Ainsi, le défi que lance la journée mondiale de la ménopause appelle toutes les nations à donner de la santé après la ménopause une place primordiale dans la recherche et la santé publique afin d'aider les femmes à éviter les symptômes désagréables susceptibles d'affecter la productivité et la qualité de la vie. Autre volet de l'actualité cette fois-ci, je voulais annoncer en titre, le gouvernement du Bénin, à travers Azoli, veut assurer la formation de l'insertion professionnelle de plusieurs jeunes dans l'aviculture et plus précisément dans la production de poulets de chair. C'est dans ce cadre que travaille depuis 2021 le dispositif Azoli et l'ANPE en procédant à l'enrôlement des jeunes peu ou pas instruits de 18 à 30 ans ayant au moins le BPC. Ayant ainsi donc plus de 16 000 jeunes ont été déjà donc impactés pour l'emploi salarié et plus de 18 000 pour l'auto-emploi. Par ailleurs, depuis quelques jours, il a été lancé une campagne d'enrôlement et d'enregistrement complémentaire de jeunes béninois dans le domaine de l'aviculture pour booster dans les tout prochaines années la production de poulets de chair. À la question de savoir si justement cela est conforme au plan stratégique de relance du développement agricole. Élément de réponse avec Wilfried Bessi, il est secrétaire technique à la coordination au prodige. Cette opération de formation et d'insertion professionnelle de 1000 jeunes dans la filière aviculture est en conformité avec les orientations du gouvernement. Elle est conforme au plan stratégique de développement du secteur agricole. C'est pour ça que dans le cadre du plan stratégique de relance du développement du secteur agricole, la filière viande et lait a été choisie. Vous n'êtes pas sans savoir que notre pays n'est pas autosuffisant en viande. Globalement, la production de viande du Bénin s'établit à 70 000 tonnes, ce qui ne couvre que 42% des besoins au niveau national. Et dans cette production de 70 000 tonnes, le secteur avicole représente 16 000 tonnes, ce qui fait
23% de la production. Et pour couvrir le déficit en viande, le Bénin est obligé d'importer de la viande de volaille, à savoir 115 000 tonnes de viande de volaille sont importées au niveau national. Et dans ces 115 000 tonnes, 65 000 tonnes restent à l'intérieur du pays, pendant que 50 000 tonnes sont réexportées vers le Nigeria, pour permettre à la population de pouvoir satisfaire ses besoins en viande. Il faut noter que la consommation de viande au Bénin ne permet pas donc de satisfaire convenablement les besoins de la population. C'est pourquoi le secrétaire technique à la coordination de prodiges présente ici le tableau sommaire de la situation. On l'écoute. Seulement 12 kilos par habitant par an de viande sont consommés par Béninois, alors que les normes au niveau de la FAO fixent le taux à 20 kilos de viande par habitant, ce qui crée un déficit de 36 000 tonnes par an. L'analyse diagnostique de la filière avicole montre donc que nous avons une faible couverture de la demande nationale en viande, ce qui fait qu'on est obligé d'importer massivement de la viande et des parties de volaille congelées, ce qui crée des risques pour la population. Parce que dans l'opération de convoyage de ces importations, il y a des opérations de congèlement et de décongèlement qu'on ne maîtrise pas souvent, ce qui peut créer des nuisances au plan sanitaire pour la population. En même temps, l'importation massive de viande de volaille crée des nuisances à la population et surtout crée des nuisances à l'émergence d'une filière nationale de volaille. D'où la décision du gouvernement d'interdire l'importation de viande de volaille d'ici le 31 décembre 2024. C'est dans le cadre de cette décision que le gouvernement a donné mandat à l'ANPE d'encadrer la formation et l'insertion professionnelle de 1000 jeunes dans la chaîne de valeur poulet de chair, pour que cette jeunesse qu'on va mobiliser puisse contribuer à la production de viande de volaille. Depuis plusieurs mois, le programme Aviculture d'Azoli n'est pas entré dans sa phase active alors que les appels à l'enregistrement des jeunes avaient été lancés. Qu'est-ce qui peut expliquer cette situation? Wilfried Dagbessi répond. Le dispositif Azoli avait lancé des appels à l'enregistrement des jeunes sur l'aviculture. Et globalement, nous avons enregistré 13 000 jeunes. Sur ces 13 000 jeunes, nous avons fait l'analyse et nous avons constaté que seulement 2000 répondent aux critères de ce programme de formation sur l'aviculture. Ces 2000 ne constituent pas une base suffisante pour pouvoir faire la sélection des 1000. C'est pour ça que nous avons voulu lancer également une campagne complémentaire pour pouvoir assurer l'enregistrement des jeunes et véritablement des jeunes intéressés par le programme aviculture, c'est-à-dire les jeunes voulant s'insérer dans la filière avicole. Les discussions également étaient en cours avec le gouvernement, à savoir le ministère de l'économie et des finances, sur les différents paramètres à prendre en charge dans le cadre de ce programme de formation et d'insertion professionnelle de 1000 jeunes dans la filière avicole. Donc c'est pour ça que nous avons pris du temps pour pouvoir mûrir tout ce que nous devons faire et finalement nous sommes prêts pour démarrer. C'est pour ça que nous lançons cette mobilisation complémentaire afin d'assurer la sélection de 1000 jeunes qui répondent aux critères et qui permettent d'atteindre les objectifs du gouvernement en termes de promotion de la filière avicole. Actualité de proximité, nous parlons éducation, rentrée scolaire 2024-2025, on en parle toujours. Depuis quelques semaines, les activités pédagogiques ont démarré dans toutes les écoles du Bénin. Et en cette période de rentrée, ils sont nombreux ces apprenants à s'adapter aux réalités du déroulement des cours pour des raisons d'habitude des grandes vacances. Justement, que retenir à
actuelle en termes d'évolution des programmes scolaires. Nous avons posé donc la question à la première autorité du Collège d'enseignement général 1 de Wolo. À Malanville, suivez pour plus de détails les propos du directeur Soulé Zankaro, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Il répond aux questions de Ousmane Tinola. Effectivement, nous avons démarré la rentrée depuis le 16 septembre avec nos apprenants, disons même bien avant ça, parce qu'il y avait déjà la pré-rentrée. Avant la pré-rentrée, certains apprenants sont venus pour qu'il y ait nettoyage et autres. Donc le 16 septembre, quand la rentrée a démarré, toutes les activités ont pris en même temps. Les salles étaient déjà apprêtées pour accueillir les apprenants. Nous avions déjà les listes de nos nouveaux apprenants de 6e. Tout ça était déjà disponible. Les emplois du temps étaient déjà donnés aux collègues avant que la rentrée ne commence. Le premier jour de la rentrée, en même temps, il y a des professeurs qui ont fait cours dans les classes. Bon, vous savez, quand on commence la rentrée, c'est vrai, il y en a qui répondent timidement. Il y a d'autres qui toujours attendent de voir est-ce que ça a commencé, est-ce que les gens ont commencé par faire les cours. Il y a eu des flottements dans la première semaine. Et à partir déjà de la deuxième semaine, les trucs ont commencé par se stabiliser. Bon, actuellement, nos effectifs sont déjà presque stables. Ici à Wolo, les retards ne sont pas criés comme ça. Même déjà dès la première semaine, on a réussi déjà à maîtriser les apprenants. Beaucoup s'adaptent. Il y a quelques rares cas qui ne manquent pas. Nous sommes déjà dans les préparatifs des premiers devoirs. Parce que bientôt, il y aura les premiers devoirs du premier semestre. Et nous avons déjà les premières notes d'interrogation pour nous permettre de voir en réalité quel est le niveau réel de nos apprenants en début d'année. Malgré l'évolution des activités pédagogiques dans ce collège, l'on note néanmoins certaines difficultés qui exposent les apprenants au danger. Il s'agit notamment du manque de clôture dans ce lieu de savoir. Une confirmation à nous donner par Mohamed Bayan. Il est surveillant général du collège d'enseignement général Wolo, ici à Malanville. Le CEG Wolo, c'est un établissement où il y a la discipline. Nos apprenants sont bien disciplinés. Ils sont imprégnés, n'est-ce pas, des dispositions du règlement intérieur. Et chacun respecte. Ils essayent quand même de respecter le règlement intérieur. Seulement, dans une école, il y a toujours des difficultés. Et notre difficulté majeure, eh bien, c'est le manque de clôture. Le CEG n'est pas clôturé. Et cela donne lieu, n'est-ce pas, à des traversées anarchiques. Les animaux également, nous sommes ensemble tous les jours avec les moutons, les cabris du quartier. Et donc cela ne nous rend pas facile la tâche. Et il y a également le terrain de sport, l'aire de jeu. En pleine activité sportive, il y a des gens qui traversent et en grande vitesse le terrain, ce qui expose nos apprenants à des dangers. L'appel que j'ai à lancer à l'endroit des autorités, c'est de penser au CEG Wolo par rapport à la clôture. Et je sais que la mairie peut le faire. La mairie en a les moyens. Et donc, je voudrais qu'ils aient leur attention sur le CEG Wolo pour pouvoir quand même sécuriser nos apprenants. Et quant aux apprenants eux-mêmes, en attendant que nous n'ayons une clôture, je leur demande donc d'être vigilants et à tous ceux-là qui traversent anarchiquement le terrain. Le directeur du collège d'enseignement général de Wolo a profité de l'occasion pour adresser un message fort à tous les acteurs du système éducatif de son collège. Extrait des propos de Soulé Zankaro. Oui, l'appel que j'ai lancé à l'endroit des élèves, c'est que en réalité, lorsque vous allez à l'école, ce n'est pas pour quelqu'un. La première des choses, les bénéfices de l'école, là, c'est d'abord toi qui étudies. Quand tu auras un diplôme, tu auras un emploi, c'est toi d'abord avant d'aller vers les parents. Donc c'est eux qui doivent prendre conscience et se dire, je vais à l'école pour moi-même d'abord. Donc quand vous avez la chance d'être parmi les inscrits à l'école, il faut prendre du sérieux, éviter le retard, être régulier, parce on peut ne pas être en retard et être irrégulier. Là aussi, c'est pas bien. Un coup raté, c'est beaucoup de choses. Et lorsque, par cas de force majeure, vous ratez un coup, mettez-vous à jour avant le prochain coup. C'est principalement pour les candidats au BPC. Ils doivent savoir qu'au CEG Wolo, il y a déjà un résultat qui se donne chaque année et nous devons tout faire pour l'améliorer. Nous devons aller toujours de l'avant. Donc il faudra qu'ils sachent qu'il y a un défi qui les attend.
Les prédécesseurs ont déjà fait de très bons résultats, donc eux-mêmes doivent prendre toutes les dispositions. Nous, en tant que membres de l'administration, nous sommes dedans. Les enseignants font déjà le nécessaire. Les parents d'élèves, nous les invitons aussi à nous accompagner. À l'instant, sous les encarreaux, il est le directeur du collège d'enseignement général de Wolo. C'est justement avec lui que nous marquons juste une courte pause. C'est la pause qui s'impose. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Mesdames et messieurs, nous restons toujours dans cette même veine éducation. Examen du CQM au Bénin dans l'année suite examen du certificat de qualification au métier en abrégé CQM se déroule en 2 sessions, à savoir la session d'avril et la session d'octobre. À quelques jours de la composition des épreuves théoriques et pratiques prévues pour se dérouler le lundi 21 octobre 2024 prochain, les responsables en charge de l'organisation de cet examen sont à pied d'œuvre pour que tout se déroule normalement. Pour plus d'explications, suivez Pierre Cassien, il est président du comité d'organisation dans la commune de Malanville. Extrait de ses propos. L'examen de CQM se déroule en 2 sessions, session d'avril et session d'octobre. On a fini en avril et maintenant nous sommes en octobre. Et ça va se dérouler de lundi prochain, c'est-à-dire du lundi 21 au samedi 27 de ce mois d'octobre. Les préparatifs, il y a plusieurs étapes. On a déjà fini avec beaucoup d'étapes. L'étape qui est là maintenant, c'est le déroulement de l'examen lui-même. L'examen du CQM, on n'a rien de particulier dedans. Ce n'est pas un examen qui est difficile comme ça. C'est la pratique qui est essentielle chez nous. Dans l'examen CQM, c'est la pratique qui est essentielle. Il peut y avoir des 19 en oral et s'il y a moins de 12 à pratiquer. D'abord, il faut qu'ils viennent à l'heure, avant 8 heures. Parce que le matin, la matinée est consacrée à l'appel. Le jour de l'examen, les enfants doivent venir avec pour avoir la carte qui montre, qui prouve que tu es vraiment candidat. Et les cartes sont déjà des apprenants. Chacun a déjà sa carte. Quand ils viennent, on vérifie que c'est lui-même qui est là. Ça, là, c'est pour éviter les fraudes. S'il est là, on le voit, on voit sa carte, on dit qu'il est candidat. Les patrons qui sont membres du jury, c'est eux qui doivent venir là. Il peut y avoir des visiteurs, il n'y a pas de problème. Les parents, c'est d'encourager leurs enfants et surtout de veiller à ce qu'ils se réveillent très vite, ils se lavent, ils s'apprêtent. Il faut attendre 8 heures. Parce que celui qui vient à 8 heures, il ne peut pas. S'il vient à 8 heures, ça veut dire qu'il est en retard. Le président du comité d'organisation de l'examen du CQM à Malanville profite de ce canal pour exhorter les différents candidats à cet examen à l'assiduité et à la promptitude tout le long de la composition. Pierre Cassien se veut précis, on l'écoute. Moi, je l'ai dit dormir pour se réveiller. Il faut pas qu'ils se promènent la nuit. Après, ça va amener. Ils vont oublier même qu'ils vont aller dans. Non, ils vont laisser ça là. Voilà. Donc, je les encourage. Il n'y a rien de particulier. Ce qu'ils ont appris là, c'est ça, on va leur demander, c'est tout. Et il n'y a pas à faire de s'affoler, se décourager, mais le faire de là. Non. Mesdames et messieurs, on reste toujours au plan local. Vous l'aurez sans doute remarqué autour de vous et en communauté, il arrive parfois que des personnes tiennent des promesses qui ne respectent pas. La question de savoir qu'est-ce qui peut amener une personne à tenir une promesse sans respecter cette promesse. Nous avons promené notre micro dans les rues secondaires de la commune de Malanville et voici la réponse de quelques citoyens malanvillois sur la question. C'est pas bonne chose de tenir une fausse promesse. Pourquoi? C'est qu'il a les gens, si tu leur promets quelque chose, c'est là que les idées seront. Maintenant, si tu n'arrives pas à trouver ça là, ça veut dire que la personne est un faux. Avant de promettre la chose, il faut être sûr que tu es capable de réaliser cela, d'honorer à cet engagement-là. Puisque promettre quelque chose, c'est prendre un engagement. Et si vous promettez et que vous ne réalisez pas, c'est comme vous êtes menteur ou vous n'êtes pas crédible dans vos propos. Donc c'est pourquoi quand vous voulez promettre quelque chose à quelqu'un, il faut être sûr que je suis capable de réaliser cela. Mais il peut arriver des temps que tu promettes et que des situations qui peuvent empêcher, tu peux te voir aujourd'hui capable de réaliser cette promesse, mais quand la situation s'arrange, comme c'est une promesse, c'est comme une dette que tu dois rembourser. Que ce n'est pas bon de tenir une fausse promesse. Si vous êtes allé voir la personne pour lui demander quelque chose et il vous promet, c'est parce que d'abord vous
vous-même, vous savez qu'il a la capacité de vous donner ce que vous demandez. S'il n'avait pas la capacité, vous-même, vous n'irez pas vers cette personne-là. Maintenant, arrivé là-bas, il peut vous dire oui, je te promets ci, je te promets ça. D'ici 1 heure, 2 heures, il peut arriver que l'on ait de problèmes. Si tu reviens, il te dit, je sais que j'étais promis, mais je ne pourrais plus être en mesure d'honorer ma promesse. C'est dû à quelque chose. Mais secondo, ça peut être de façon volontaire, ça peut être de l'ego. Si je dis non, maintenant, c'est comme si je me diminue moi-même. Il y a certaines personnes qui sont naturellement comme ça, ils vont te promettre et au finish, ils n'honorent pas. Saisissant ce canal, ces citoyens profitent pour prodiguer quelques conseils à l'endroit de la communauté sur le respect, notamment de la promesse qui fait de l'homme un homme sage au sein de la société. Suivez plutôt. Oh, ce que moi j'ai à leur niveau, que je ne faut jamais faire une fausse promesse. Que si tu fais une promesse, tu tiens à rejoindre ça à la personne pour pouvoir l'aider. Ce que je peux conseiller à mes frères, à mes soeurs, c'est que avant de promettre quelque chose, il faut réfléchir. Être sûr que vous êtes capable de rembourser cela parce que c'est une dette que tu dois rembourser. Et quand je promets, je dois réaliser. Ils doivent toujours réfléchir et ne pas prendre des fausses promesses. Quand tu n'as pas la capacité d'honorer ta promesse, ne le fais pas. Dis clairement à la personne peut se fâcher, ça peut l'énerver. C'est mieux que d'accepter et au retour refuser. Ça, c'est un plus grand choc. Quand la personne vient en même temps, tu dis, ah mon frère, je n'en ai pas. C'est que c'est fini automatiquement. Il l'aura cherché ailleurs. Au lieu de dire à la personne, oui, je peux te faire ça. Donc lui, il a déjà ses idées calées sur toi. Après, maintenant, tu dis que tu ne peux pas. Bon, ça fait double choc, quoi. Et en plus, du perte de temps. Mesdames, Messieurs, à présent, les informations hors de nos frontières, c'est avec Zulkifil Lona. Bienvenue dans ce studio, Zulkifilo. Oui, bonjour M. Bruno Akli, bonjour chers auditeurs. Eh bien voilà, avec vous, nous sommes au Sénégal, toujours sous les eaux laides et l'insuffisante pour les villageois. Vous nous dites. Le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, est attendu vendredi 18 octobre dans la région de Kédougou, dans le sud-est du pays, afin de se rendre dans les zones gravement touchées par la crue du fleuve Sénégal et de son affluent, la Falémé. Depuis 5 jours, toute la zone le long du fleuve Sénégal dans l'est du pays fait face à des inondations inédites depuis plus de 50 ans. Les attentes vis-à-vis des autorités sont grandes. Au Tchad, cette fois-ci, plusieurs hauts responsables sécuritaires évincés par décret. Mahama Idrissa Déby a fait le ménage à la tête des corps de défense et de sécurité. Mercredi soir 16 octobre, le pouvoir tchadien a remanié de fond en comble au recommandement de l'armée, de la police, de la gendarmerie, sans aucune explication, des changements d'une ampleur inégalée. Jusqu'ici, à la tête de ces corps, de l'avis de plusieurs chercheurs, alors que le pays est traversé par des tensions politiques et sécuritaires de plusieurs sortes, j'allais dire. Oui, on va finir avec vous très rapidement. Ce sera avec la Côte d'Ivoire, pendant que les autorités annoncent la dissolution des syndicats étudiants. Que comprendre? Pour finir, en Côte d'Ivoire, les autorités ont annoncé jeudi soir la dissolution de toutes les associations étudiantes. La Fédération étudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire est dans le viseur des autorités après la mort ces dernières semaines de 2 personnes de ses rangs. Le ministère de l'enseignement supérieur a entrepris une vaste opération d'assainissement au sein des campus Bruno Akli. Merci à vous, Zulkifil Lona. Sans transition, mesdames et messieurs, nous allons parler sport. Ce vendredi, donc ce jour, le 25 octobre prochain à Lomé, les guépards locaux jouent les éperviers locaux togolais, justement dans le cadre de la manche allée du premier tour des éliminatoires CHAN 2024. Après 3 regroupements effectués à Ouida et à Kové, le sélectionneur national Moussa Latondi rend public donc la liste de 23 joueurs retenus pour la mise au vert d'avant compétition. Grand Popo sera donc la terre d'accueil avant le déplacement sur Lomé prévu pour le 23 octobre prochain.
Une petite note en sport. Cette fois-ci, nous parlons de la Ligue Pro Bénin, saison 2024-2025, la 4e journée sport. Voilà, nous allons donner ce programme le samedi du 9 octobre 2024 au stade Omnisport de Ouessé. Il y a des rencontres qui sont prévues, notamment Panthère qui va jouer contre Panthère FC Joux Real. Ce sera un match inédit sans pareil à suivre. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour cette session de l'information. Merci de l'avoir suivi. Collaboration technique, on retrouve Aboubakar Doko à la réalisation de cette demi-heure d'information. Il a pour nous Ousmane Tinoala en direct depuis les studios A pour la présentation. Mon nom c'est Bruno Gakli. Merci de nous avoir suivis. Suivez juste après nous la chronique du jour qui porte la scienture et la griffe de Alassane Sanibio. Merci, portez-vous bien. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir. Merci pour votre fidélité. Suivez la chronique en français facile sur Sota FM. La chronique en français facile sur Sota FM. Alassane Sanibio. Kabou-kabou aux émidians, un métier qu'on fait pour tuer le temps à Malanville. En tout cas, c'est l'impression qu'on a. Parce que la plupart des jeunes qui font ce métier ne montrent pas leur détermination à chercher l'argent. C'est comme s'ils ont déjà leur activité et l'autre n'est qu'un passe-temps. Les indices qui poussent à cette conclusion sont là à foison. Quand le soleil est un peu ardent, ils sont nombreux, ces jeunes kabou-kabou ou conducteurs de moto-taxi, à se rendre sous les arbres ou dans des fadas pour se reposer. Si toi, client, tu en as besoin, tu marches pour aller vers eux. Le contraire n'est pas possible. Et là, ils fixent le prix. C'est à prendre ou à laisser. D'autres refusent même de bouger. Ton argent ne les intéresse pas. Pareil quand il pleut. Le kabou-kabou ne circule pas à Malanville en pleine pluie. Même si c'est une légère pluie. Vous pouvez les supplier et ils ne sortiront pas. Ceux qui sont gentils vont venir à vous, mais vous supportez le coup. J'en suis un témoin oculaire. Pour une distance qui coûte habituellement 150 francs, le bonhomme a exigé 1000 francs, juste parce qu'il goûte après une pluie battante, alors qu'il ne sonnait pas encore 21 heures. S'il a accepté de quitter le rang de ceux qui sont sous les paillotes, leur moto garée devant eux, c'est parce qu'il voulait profiter de la situation. Il saute sur des occasions pareilles pour sucer votre sang. C'est ça le vrai visage du Zim ou du kabou-kabou à Malanville. C'est une attitude risquée et la fêtière de leur association doit être vigilante pour qu'on ne les taxe pas de tous les maux avec le temps. Ceux qui fonctionnent de cette manière peuvent être susceptibles d'actes ignobles. La conduite de moto-taxi est une corporation comme les autres. Il y a donc des obligations. C'est vrai que c'est libéral, mais si vous êtes accepté dans la cité pour mener l'activité, c'est parce que l'autorité est consciente de votre utilité. Mais quand vous allez fuir vos responsabilités au moment où on a plus besoin de vous, vous n'êtes plus utile. Il faut des séances de sensibilisation et d'éducation pour ces jeunes qui entrent dans ce métier. La plupart ne savent pas encore ce que c'est. Ils ne sont pas informés. Dans aucun corps de métier, personne ne peut faire à tout moment ce qui lui plaît. Il y a toujours des moments de contrainte. On fait avec, parce qu'on a choisi de faire le métier. C'est une conscience professionnelle. Sinon, personne ne viendra vous forcer. C'est pourquoi, quand on ne peut pas respecter les obligations minimum d'un métier, on ne le fait pas. Les responsables de leur association doivent leur dire ça aussi. La société est une complémentarité. Si cette corporation de kabou-kabou existe, c'est parce que les gens en ont besoin. Et ils ne sont pas envoyés manu militari pour le faire. Personne ne les a forcés. La pagaille a longtemps duré. Il faut arrêter la saignée. Citoyens de la République, c'est tout pour aujourd'hui. On se reprend très prochainement. C'était la chronique en français facile sur Sota FM. Dans la Liborie, la différence a un nom.